Bonjour à tous, donc nous revoilà repartis ensemble donc pour parler de convexité cette fois-ci. Donc avant de se lancer dans les exercices, je vais peut-être faire un tout petit point sur ce que signifie pour une fonction être convexe. Donc typiquement, il faut avoir en tête que la fonction x au carré est convexe, tout le temps. Hop. Donc la fonction qui a x associe x au carré, elle est convexe. Alors, si on revient à la définition, qu'une fonction soit convexe signifie que dès lors qu'on construit une de ses cordes, alors la partie de la courbe, située entre A et B est en dessous de la corde AB. Donc la partie de la courbe située entre A et B est en dessous. Je vais noter ça CAB, hein, c'est pas une notation officielle, est toujours en dessous de la corde AB. Bon, je vous avoue que la définition, on l'utilise rarement. En revanche, ce qui est nettement plus intéressant, c'est quand B se rapproche de A, la corde AB se rapproche de la tangente en A. Donc si B se rapproche de A, donc B, on va le mettre là, la corde AB se rapproche de la tangente en A. Et là, on va avoir la caractérisation tangentielle de la convexité, à savoir que si une fonction est tangente, alors sa courbe représentative est située au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc ce que j'ai fait pour la tangente en A est vrai en fait pour toutes les tangentes en n'importe quel point. Donc si je prends un point A ici, ma courbe elle est entièrement située au-dessus de la tangente. Si je prends une autre tangente, je vais la prendre là, ma courbe elle est située au-dessus de cette tangente. Si je prends une autre tangente encore, ma courbe est pas très tangente. Ma courbe est intégralement située au-dessus de cette tangente. Et ce serait vrai pour toutes les tangentes en n'importe quel point. Donc une propriété qui découle de la définition, mais qu'on n'a pas à démontrer, elle est admise, c'est qu'une fonction est convexe si et seulement si sa courbe est située au-dessus de chacune de ces tangentes. Voilà. Donc là maintenant, ça va avoir une conséquence en termes de signe de la dérivée. Alors, on peut observer là que les tangentes d'un coefficient directeur négatif pour la tangente rouge, on est passé à un coefficient directeur nul pour la tangente en 0. Et après, les tangentes, elles sont de plus en plus pointues. Donc ça signifie que f' est croissante. F', c'est-à-dire les coefficients directeurs des tangentes, passent du négatif au positif et sont de plus en plus grands dans les positifs. Donc ça, c'est une caractérisation en termes de dérivée d'une fonction convexe. Si f est convexe et dérivable évidemment, alors ça implique que la fonction f' est croissante. Mais si une fonction est croissante, sa dérivée est positive. Donc ça implique, ça équivaut même, si f' est dérivable, au fait que f seconde est positive. Bon, quand même
mettre une positivité large, puisque f' elle peut être croissante sans être strictement croissante. Voilà, et donc là on a à peu près toutes les caractérisations d'une fonction convexe. Donc au-dessus de chacune de ces tangentes, et f' croissante, f seconde positive. Donc une fonction maintenant elle est concave si son opposé est convexe. Donc typiquement les fonctions concaves qu'on peut connaître, qu'on peut avoir l'esprit, c'est moins x au carré. Donc la fonction qui a x associée moins x au carré, puisque c'est l'opposé d'une fonction convexe, elle est dite concave. Donc on regarde comment ça se traduit en termes de position de la corde par rapport à la courbe. Hop là. Donc si je choisis n'importe quelle corde AB, alors par définition, si F est concave, la courbe comprise entre A et B est située au-dessus de la corde AB. Évidemment, c'est vrai pour n'importe quelle corde. Donc maintenant, si je fais en sorte que B se rapproche de A, la corde se rapproche de la tangente, et ce qu'on peut observer, c'est que la courbe, elle est intégralement située en dessous de sa tangente. Et évidemment, c'est vrai pour toutes les tangentes, quelles qu'elles soient. La tangente en B, une autre tangente, hop, voilà. Et donc, F est concave si et seulement si F est concave sur R, si et seulement si la courbe représentative de F est en dessous de chacune de ces tangentes. Hop. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, si on regarde les coefficients directeurs des tangentes, d'abord la tangente en A avait un coefficient directeur positif. Au point d'abscisse 0, il est nul. Et après, les tangentes étant décroissantes, et de plus en plus décroissantes si on peut dire, les coefficients directeurs sont de plus en plus négatifs. Donc, une propriété des fonctions concaves, c'est que les nombres dérivés passent de positif à négatif et de plus en plus négatif, donc f' est décroissante. Mais si f' est décroissante, ça signifie que sa dérivée est négative, et la dérivée de la fonction dérivée, c'est la fonction f seconde. Mais il existe évidemment des fonctions qui ne sont pas tout le temps concaves ou tout le temps convexes. Donc ça, c'est l'objet d'une étude plus générale. Donc si on a de façon plus générale une courbe qui ressemble à quelque chose comme ça, hop là. Donc si je considère la première partie de la courbe, ma foi, elle peut nous faire penser à l'allure de moins x au carré. Jusque là, grosso modo. Et si on regarde cette partie-là de la courbe, elle peut nous faire penser à x au carré. Jusque là, grosso modo. Et si on regarde cette partie-là de la courbe, on ne sait pas trop, mais on va extrapoler. Elle
pourrait de nouveau s'apparenter plutôt à l'allure de moins x au carré. Donc autrement dit, il y a des changements de concavité et de convexité. Et au point où ces changements s'opèrent, donc notamment typiquement ici, si on traçait la tangente en ce point, je vais la tracer en jaune, si on traçait la tangente en ce point, la courbe, elle traverserait sa tangente. Donc, pour la partie de la courbe rouge, elle est située en dessous de sa tangente. Et même, elle serait située en dessous de chacune de ces tangentes. Donc, effectivement, sur cette partie-là, la fonction, elle est concave. Pour la partie en bleu de la courbe, si je trace plusieurs tangentes, j'observe que ma courbe, elle est située au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc, pour la partie bleue de la courbe, f est convexe. Et si on trace la tangente au point, je ne sais pas comment le dessiner, enfin ce que je fais en jaune, ce que je fais apparaître, on pourrait observer de nouveau que, alors là, ma courbe elle est bien pourrie, que la courbe traverserait sa tangente. Et sur la partie verte, si je trace chacune des tangentes, la courbe semble être en dessous de chacune de ces tangentes. Donc f est de nouveau concave. Donc f, elle change de convexité. Elle passe de concave à convexe, puis de nouveau concave. En les points en lesquels la courbe traverse sa tangente, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc un point d'inflexion, c'est un point dans lequel la courbe change de concavité ou de convexité. Enfin, on dit change de convexité de façon plus générale. Donc de convexe, elle passe concave, ou de concave, elle passe convexe. Et donc, c'est un point où il y a changement de convexité. Et nécessairement, en un point d'inflexion, la courbe, elle traverse sa tangente, puisque elle doit passer d'une partie de la courbe où elle était située en dessous de sa tangente, pour la partie concave, à une partie de la courbe où elle est située au-dessus de sa tangente, pour la partie convexe. Donc, F traverse sa tangente. Point d'inflexion. Et enfin, puisque la courbe traverse sa tangente, donc si on regarde le f seconde, donc on avait dit que pour une fonction concave, les f secondes étaient négatives, puisque les f' décroît. F' décroît, donc f seconde est négative. Si puisque f est convexe pour la partie bleue, f' croît et f seconde est positive. Et donc, au point d'inflexion, f seconde, elle passe d'une valeur négative à une valeur positive, donc elle est nulle. Donc, au point d'inflexion, f seconde est nulle et change de signe. L'annulation de f seconde ne suffit pas. Typiquement parlant, si on considère x puissance 4,
sa dérivée première, c'est 4x3, sa dérivée seconde, c'est 12x2. Qui s'annule en 0. Et pourtant, 0 n'est pas un point d'inflexion, puisque la courbe représentative de la fonction x4 est tout le temps convexe. Donc, c'est pas parce que seconde s'annule qu'il y a nécessairement un point d'inflexion. Mais s'il y a un point d'inflexion, obligatoirement, f seconde s'annule. Voilà, donc là, on a fait un petit récapitulatif de tout ce qu'il faut savoir. Donc maintenant, on va se lancer à part perdu dans les exercices. À commencer par le 17. Alors, donc le 17, il vous est donné une courbe représentative d'une fonction. Hop. Ressemble à quoi? Ressemble à ça. Hop. Là, on est en -3. Je ne respecte pas l'échelle. Là, on est en 2. Et voilà. Alors, donc ça, il nous est dit que c'est la courbe représentative non pas d'une fonction f, mais de la fonction f'. Donc, ce que l'on sait, c'est qu'il faut regarder, pour déterminer la convexité ou la concavité de f, c'est le sens de variation de f' qui compte. Donc, sur l'intervalle -6, -3, f' est croissante. Mon dessin est assez pourri, mais donc sur -6, -3, f' est croissante. Si f' est croissante, ça signifie que f est convexe. Maintenant, on regarde ce qui se passe sur l'intervalle -3, 2. Sur l'intervalle -3, 2, f' est décroissante. Et donc, si f' est décroissante, ça signifie que f est concave. Chut. Et enfin, sur la troisième partie, f' est de nouveau croissante. On s'arrête où? On s'arrête en 5. Donc sur l'intervalle 2, 5, f' est croissante, donc f est convexe. Donc autrement dit, au point d'abscisse -3 et 2, f change de convexité. Donc ce sont les points d'inflexion. Faut donner les coordonnées. Non. Les points de la courbe d'abscisse -3 et 2 sont des points d'inflexion. On va pouvoir passer à l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Donc, on doit dans un premier temps calculer f seconde, étudier le signe, intervalle de convexité et point d'inflexion. Ok, écoutez, on prend une nouvelle page et on y va. Alors, l'exercice... Je réécris en blanc, il n'y a aucune raison que j'écrive en bleu. Hop, pardon. Alors, il ne veut pas s'effacer. Voilà. Alors, paf. Donc, l'exercice 18. Alors, donc, on considère la fonction f définie sur R à valeur dans R.
défini par f de x est égal à x moins 1 exponentielle de x. Alors, donc pour calculer f seconde, ça veut dire qu'il faut d'abord calculer f'. Donc f, elle est dérivable comme produit de fonction dérivable. Puisque c'est le produit d'une fonction affine qui est dérivable par la fonction exponentielle qui est elle-même dérivable. Alors, donc, pour calculer la dérivée de f, on rappelle la formule de dérivation d'un produit, u'v plus v'u. Alors, u de x, c'est x moins 1, v de x, c'est exponentielle de x, u' de x, c'est 1, v' de x, c'est exponentielle de x. Donc on calcule la dérivée de f, et donc u'v 1 fois exponentielle de x exponentielle de x, plus v'u exponentielle de x facteur de x moins 1. On peut mettre un facteur exponentiel de x qui va être facteur de 1 plus x moins 1, donc il va juste être facteur de x. On doit de nouveau dériver f' pour obtenir f seconde. De la même façon, f' est dérivable comme produit de fonction dérivable, puisque c'est le produit de la fonction affine qui a x associe x et de la fonction exponentielle. Bon, je ne remets pas la même phrase que tout à l'heure, hein, c'est exactement la même. Donc, on réécrit notre formule de dérivation d'un produit. Cette fois-ci, u de x, c'est x, v de x, c'est exponentielle de x, u' de x, c'est 1, v' de x, c'est exponentielle de x. Donc, la dérivée de la dérivée, donc f seconde, c'est donc u'v 1 fois exponentielle de x exponentielle de x, plus v'u exponentielle de x fois x. Si on factorise par exponentielle de x est facteur de x plus 1. Alors, étudier le signe de f seconde. Donc, comme exponentielle de x est une quantité toujours strictement positive, le signe de f seconde est le signe de x moins 1. X plus 1, pardon. Donc x plus 1, c'est une fonction affine croissante qui s'annule en moins 1. Qui est croissante, donc qui est d'abord négative, puis positive. Et donc, on a le signe de f seconde. Donc, on va en déduire la concavité ou la convexité de f. Donc, on sait que si f seconde est positive, alors f est convexe. Si f seconde est négative, f est concave. Donc la fonction f est concave sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et est convexe sur l'intervalle 1 plus infini. Donc au point d'abscisse moins 1, on a un point d'inflexion.
Et c'est tout ce qui nous était demandé dans cet exercice. Bon, il faudra peut-être faire une phrase, moi je pense qu'on peut s'en dispenser, puisque mon tableau est relativement clair. Enfin bon, je trouve. Alors après, il fallait faire quel exercice? Je ne sais pas où j'ai mis mon petit papier où j'avais la liste. Voilà. Alors ensuite, il faut faire les exercices 46, 47, etc. Alors, donc pour le 46, il nous est donné un tableau de variation sur l'intervalle -2, 3. Oh, ils ont choisi des valeurs à coucher dehors. Alors, -2, 3. 13 tiers. 13 tiers, ça fait 4,3. Il faut que j'aille jusqu'à 4. 4. Ça ne fait pas une grosse échelle. Hein. Et moins un sixième. Donc, un tiers, un sixième, moins un sixième. Alors, donc les contraintes que l'on a, c'est que la courbe passe par les points de coordonnées -2, 5 tiers. Elle passe par le point de coordonnées -1, moins un sixième. Elle passe par le point de coordonnées 2, 13 tiers. Et elle passe par le point de coordonnées 3, 5 demi, 5 demi. Voilà. Alors, en plus, on sait que f est convexe sur l'intervalle -2, 0,5. -2, 0,5. Elle est -1. Ah, pardon. Je remets en rouge mes petits points par lesquels elle passe parce que sinon je vais me perdre. Hop. Donc, jusque-là, elle est convexe, c'est-à-dire qu'elle s'apparente grosso modo à x au carré. Et elle est concave sur l'intervalle 0,5, 3. Donc, autrement dit, si on traçait la tangente au point d'abscisse 0,5, il faut qu'elle traverse la tangente. Donc là, je trace la tangente cohérente avec la courbe que j'ai tracée. Et donc, je dois traverser ma tangente. Voilà. Donc, j'arrive bien au départ au-dessus de la tangente. Et après, on passe en dessous de la tangente. Donc, le point d'abscisse 0,5 est un point d'inflexion. Et donc, ça y est, on a rempli la consigne. On va pouvoir passer à l'autre exercice. Je change de page. 47. Parmi les courbes ci-dessous, déterminez celle qui représente une fonction f vérifiant. Donc f est concave sur -4, -2. Donc elle doit être en dessous de ses tangentes et sur 4, 5. F' s'annule 3 fois. Autrement dit, il y a 3 minimums locaux.
3 tangentes horizontales. Et la courbe F admet 4 points d'inflexion. Alors, donc 3 tangentes horizontales, donc ça correspondrait à la dernière, n'en a que 2. Donc déjà, on est sûr que c'est pas la dernière. Donc ce critère-là est non vérifié par la courbe 3. Alors ensuite, on sait qu'elle est concave sur l'intervalle -4, -2. Alors, donc si on regarde la courbe 1, sur l'intervalle -4, -2, elle ressemble à ça. Si on regarde la courbe 3, pardon, sur l'intervalle... Oh, chut. Alors, c'est bien la peine d'avoir des joujoux si on ne sait pas s'en servir. Alors, tac. Sur la deuxième, sur l'intervalle -4, -2, elle ressemble à ça. Donc pour l'instant, on ne peut pas discriminer puisque ces deux portions de courbe-là sont bien concaves, puisque si on traçait chacune des tangentes, la courbe serait bien en dessous. Donc là, pour l'instant, les deux courbes vérifiées. Ensuite, elle doit être également concave sur l'intervalle 4-5, ce qui est le cas des deux. Donc là, on ne peut rien dire. F' est censé s'annuler 3 fois. 1, 2, 3, 4. Donc pour la courbe 2, on peut observer, hop, je vais la reproduire grosso modo. Hop. Alors, si on regarde les tangentes horizontales, donc là, il y a un maximum local, donc il y a une tangente horizontale, un minimum local, une deuxième tangente horizontale, un maximum local, troisième tangente horizontale, et une quatrième tangente horizontale au point d'inflexion. Donc là, il y a 4 annulations de F'. Donc a priori, c'est celle-là qui est allée éliminer. On va néanmoins regarder le nombre de points d'inflexion. Alors, on va regarder le nombre de points d'inflexion de chacune des deux courbes. Parce que moi, j'en vois que 3 sur la première. Ça me chagrine un peu. Donc, si on fait apparaître les points d'inflexion de cette courbe-là. Alors, donc, il y en aurait certainement un premier... Non, pas... J'ai mal fait ma tangente. Il y en aurait certainement un premier dans ces eaux-là, puisque sur cette portion-là, la courbe est concave, et sur celle-là, elle est convexe. Avec certainement une traversée de tangente par là. Donc il y aurait un point d'inflexion ici, un deuxième point d'inflexion par là, et après je n'en vois pas d'autres. Oui, non, j'en vois pas d'autres. Donc il n'y aurait pas 4 points d'inflexion.
Mais cela dit, quand on dit qu'elle s'annule 3 fois, c'est peut-être qu'elle s'annule pas uniquement 3 fois. Ça, c'est... Donc, on va compter le nombre de points d'inflexion pour l'autre courbe. Alors, donc il y en aurait certainement un par là, un par là, un par là et un par là. Donc là, il y a bien 4 points d'inflexion. Donc ça doit quand même bien être la courbe 2 qui répond au problème. Alors, ensuite, le numéro 49. Ah, donc là, on a de nouveau une expression, c'est quand même mieux quand on a des calculs à faire. Alors, le 49, donc on avait à considérer la fonction f définie par 0,5 facteur de x moins 2 au carré moins 1 sur l'intervalle moins 1, 6. Et on considère la tangente à la courbe C au point d'abscisse 4 passe par le point de coordonnées 3, moins 1. Alors, lire graphiquement la convexité de la fonction sur l'intervalle moins 1, 6. Donc, si on regarde la courbe, vraisemblablement, il semble qu'elle soit tout le temps convexe. Bon, on pourrait demander ça, mais elle s'apparente quand même bien au graphe de x au carré, donc elle semble tout le temps convexe. Elle semble ne traverser aucune tangente et ne pas changer de convexité. Déterminer une équation de la tangente t. Alors, on connaît 2 points de la tangente. Donc, comme c'est une tangente et qu'elle passe par 2 points qui n'ont pas la même abscisse, donc elle admet une équation réduite de la forme y égale mx plus p, où m c'est le coefficient directeur, donc c'est yb moins yk sur xb moins xa. On remplace, donc c'est moins 1, moins 1, moins 2, divisé par 3, moins 4, moins 1, donc c'est 2. Et maintenant, pour trouver P, on exprime le fait que A appartient à la tangente au point d'abscisse 4. Et autrement dit, l'ordonnée du point A, c'est m fois l'abscisse de A plus P. Nous, c'est P qui nous intéresse, donc pour trouver P, c'est l'ordonnée de A, moins m fois l'abscisse de A. L'ordonnée de A, c'est 1, m, c'est 2, l'abscisse de A, c'est 4, et donc ça donne moins 7. On connaît m, on connaît P, on peut conclure la droite T, T4, admet pour équation y égale 2x moins 7. On vérifie rapidement quand même que le point B appartient à cette droite. Donc si x est égal à 3, 2 fois 3 moins 7, ça fait bien moins 1. Donc le point B appartient bien à la droite. Et ensuite, en déduire que pour tout réel x de l'intervalle moins 1, 6, x moins 2 au carré est supérieur à 4x moins 12. Alors, on va se laisser porter tout simplement par nos connaissances. Donc, par nos connaissances toutes nouvelles, comme f, elle est convexe, ça signifie qu'elle est au-dessus de chacune de ces tangentes. Donc, la courbe représentative de f est au-dessus,
de la tangente. Donc ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à y, c'est-à-dire à 2x moins 7. Et f de x f de x, c'est 0,5 x moins 2 au carré moins 1. Donc ainsi, on peut écrire l'égalité que 0,5 fois x moins 2 au carré moins 1 est supérieur ou égal à 2x moins 7. Donc nous, notre but, c'est d'avoir un renseignement sur x moins 2 au carré. Donc dans un premier temps, on ajoute 1 à chacun des deux membres pour isoler le terme qui contient ce qui nous intéresse. Donc si on ajoute 1 à chacun des deux membres, on a 2x moins 6 dans le membre de droite. Et on divise par 1/2, donc on multiplie par 2. « 4x moins 12. Alors, donc là, j'écris quand même ce qu'on a fait. Là, on a ajouté 1, ce qui ne change pas le sens d'une égalité. Et là, on a multiplié par 2 ou divisé par 1/2. Hop. Et voilà une inégalité de convexité obtenue. Donc, on passe à l'exercice suivant, à savoir le 56. Alors, le 56, de quoi est-il question? Hop. Alors, on a des courbes et on veut étudier graphiquement la convexité. Alors, donc, je change de page. Voilà. Donc là, j'ai reproduit grosso modo la courbe représentative de la fonction et il nous est gentiment indiqué le point d'inflexion d'abscisse 1. Alors, donc, si on fait apparaître la tangente... Hop, merde, pardon, désolé. Hop. Donc, si on fait apparaître notre tangente au point d'abscisse 1, hop, on peut observer que avant, enfin pour les abscisses comprises entre moins 1 et 1, la courbe elle s'apparente à moins x au carré, donc elle est concave. Minette. Pardon. Et sur l'intervalle 1, 3, la courbe s'apparente à la courbe représentative de la fonction carrée, donc elle est convexe. Donc la fonction est convexe, pardon. Avec un point d'inflexion au point d'abscisse 1. Et voilà, on a lu graphiquement la convexité. En déduire les variations de la fonction dérivée f'. Donc ça, c'est nos connaissances qui nous... Pardon, il faut mettre en œuvre nos connaissances. Donc f', on se rappelle, c'est le coefficient directeur des tangentes. Donc pour une fonction concave, on voit bien que les tangentes, le coefficient directeur va de très positif à 0, puis si on continue, il deviendra négatif. Donc f', elle est donc décroissante
pour une fonction concave. Pour une fonction convexe, f' est croissante. Parmi ces trois courbes suivantes, laquelle représente la fonction f seconde? Donc si on continue d'appliquer notre connaissance, si f' est négative, est décroissante, f seconde est négative. Si f' est croissante, f seconde est positive. Donc il faut trouver parmi les courbes qui nous sont proposées une courbe qui est telle qu'elle prend des ordonnées négatives sur l'intervalle -1, 1 et prend des valeurs positives sur l'intervalle 1, 3. Donc la seule qui correspond à ces contraintes est donc la courbe 3. Donc on a dit que f seconde devait être négative sur -1, 1, donc jusqu'à -1. Et elle est positive ensuite et s'annule en 1. Donc c'est la courbe 3 qui vérifie ces contraintes. Ensuite, donc ça c'était le petit A, le petit B, ça doit être à partir de là. Hop. Alors ça c'est le 56, le 57. Alors on avait f qui était défini sur R par 2-x exponentielle de 2x. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Justifier l'affichage qui nous affiche la dérivée de la dérivée. Donc il faut calculer f seconde. Donc pour calculer f seconde, il faut d'abord calculer f'. Donc f, elle est dérivable comme produit de fonction, comme produit et composé de fonctions dérivables. Donc f, c'est un produit, donc on applique la formule de dérivation du produit. U de x, c'est 2-x, v de x, c'est exponentielle de 2x, donc c'est une composée. La dérivée de u', c'est la dérivée d'une fonction affine, donc c'est -1. La dérivée de v, donc on se rappelle comment est-ce qu'on dérive exponentielle de a de x, donc c'est a' de x exponentielle de a de x avec a de x qui vaut 2x. Et donc sa dérivée c'est 2. Donc il vient que la dérivée de la fonction v, c'est donc a', donc 2, fois exponentielle de a de x, donc exponentielle de 2x. On applique la formule de dérivation du produit et on obtient ainsi que f' de x c'est u'v, donc -1 fois exponentielle de 2x, plus v' u, donc plus 2 exponentielle de 2x, multiplié par 2-x. On factorise par le facteur commun évident exponentielle de 2x. Exponentielle de 2x, c'est facteur de -1 plus 2 facteur de 2-x. On va évidemment arranger un peu ça. Exponentielle de 2x, facteur de 4 moins 1, 3, moins 2x. J'ai tout simplement distribué et réduit. Donc on a ainsi f' de x et on va pouvoir dériver de nouveau f' de x.
De nouveau, c'est un produit. Donc, de nouveau, j'écris ce qui est U, j'écris ce qui est V. Pour pas complètement bouleverser ce que j'ai écrit tout à l'heure, je vais reprendre pour U la fonction affine et pour V exponentielle de 2x. Un produit étant commutatif dans R, ça ne change rien. La dérivée de U, c'est moins 2. La dérivée de V, elle n'a pas changé depuis tout à l'heure, c'est 2 exponentielle de 2x. Et donc on va pouvoir calculer la dérivée de la dérivée. Je n'ai pas réécrit évidemment, mais f' est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables. Normalement, il faut le préciser à chaque fois. Alors, U'V, donc moins 2 exponentielle de 2x, plus V'U, donc plus 2 exponentielle de 2x, facteur de 3 moins 2x. Donc là, maintenant, on va pouvoir mettre en facteur 2 exponentielle de 2x, qui va être facteur de moins 1 plus 3 moins 2x, ce qui va donner 2 moins 2x, donc on peut mettre encore 2 en facteur, 2 fois 2, 4. Et ainsi, on a f seconde de x qui vaut 4 exponentielle de 2x, facteur de 1 moins x. Est-ce que c'était ce que trouver? Presque. Bon, ils ont pris l'opposé. On multiplie par moins 1. Enfin, plus exactement, on factorise moins 1 dans 1 moins x. Et on dit que 1 moins x, c'est l'opposé de x moins 1. Ce qui est indubitablement vrai. Et ainsi, on obtient une autre écriture de f seconde, mais ce qui ne change absolument rien. En déduire la convexité de la fonction f. Donc là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est f seconde. Donc on sait que si f seconde de x est positive, f est convexe. Donc il faut trouver le signe de f seconde pour en déduire la convexité ou la concavité de f. Je vais essayer de le faire dans ce petit coin-là, parce que j'ai quand même pas besoin de beaucoup de place. On est sur R. Donc exponentielle de 2x, c'est toujours positif. Moins 4, c'est toujours négatif. Et donc le signe de f seconde est du signe de l'opposé de x moins 1. Donc on va quand même tout détailler. Alors x moins 1, elle s'annule en 1. C'est une fonction affine croissante, donc elle est négative puis positive. Le signe de moins 4, c'est toujours négatif, même le signe de moins 4 exponentielle de 2x. Donc on en déduit ainsi le signe de f seconde. SG, c'est SG, enfin SGN, c'est signe. Donc on a dit qu'elle était positive avant de s'annuler et négative ensuite. Donc on va pouvoir en déduire la convexité de f. Donc si f seconde est positif, f est convexe. Si f seconde est négative, f est concave. Là où f seconde s'annule et change de signe, c'est un point d'inflexion. Le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Et voilà ce qui termine j'espère que vous arrivez à lire. Alors, donc ça, c'était le 57.
Après le 57, c'est quoi? C'est 60? 60. Alors, je change de page. Remarquez, non, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon ça va être trop gros pour compiler. Donc, je compile ce document-là et je continue sur un autre document. Donc, je m'arrête là pour cette fois-ci. Alors, comment ça?